Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore ce mercredi 6 juillet pour un nouveau numéro de votre émission Toc Toc. Toc Toc souhaite une très bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les amis musulmans du monde entier, ceux qui sont très fidèles. Merci à vous tous, bonne fête du Ramadan. Alors ce matin, encore deux invités avec nous sur ce plateau. Le premier, Sylvain Epiphane Vidjirakou, il est le patron du site afriquereport.com. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour à Credo et surtout bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. Alors vous l'avez vu, Sylvain vient de Météraï, il a donné le nom du second invité. Il n'a que, lui c'est Credo Tété, le patron du Médium. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour Sylvain et bonne fête à tous nos frères musulmans. Bien habillé pour la circonstance, c'est LH quoi? Non, il faut dire que la pratique de la solidarité est la chose la mieux partagée. Donc nous sommes solidaires avec nos frères musulmans et nous disons leur fête, c'est nos fêtes. Ok. Sûrement que lors de l'Aïd el-Kibir, je serai aussi habillé comme lui pour faire plaisir à tous les fidèles spectateurs musulmans. Alors aujourd'hui, comme c'est un jour férié, au Togo et partout dans le monde, on n'a pas de journaux à vous présenter. On va aller directement au premier sujet. On parlait donc des cumulards, ceux qui traînent à des directions générales pendant plus de 10, 20, 30 ans. Alors, l'information est donnée par nos confrères du correcteur lundi dernier. Monsieur Kofi Kadangawala, l'éternel directeur général de la Caisse nationale de sécurité nationale, CNSS, a été remplacé la semaine dernière par décision du conseil d'administration de l'institution. Il aura passé plus de 25 ans à la tête de la Caisse. Quel commentaire faites-vous suite à cette décision, Sylvain Vidjirakou? Non, je crois qu'il faut vraiment rectifier. Ce n'est pas l'éternel directeur, mais c'est l'éternel retraité directeur. C'est important de préciser parce que quand tu as passé 25 ans à la tête d'un service, ça veut dire que tu as dû faire quelques expériences d'une dizaine d'années déjà ailleurs dans l'administration. Ça veut dire que c'est mathématiquement, c'est un retraité avant de continuer à être directeur. Donc pour moi, c'est l'occasion de parler de tous ces cumulards-là qui trichent ce pays et qui font croire qu'ils sont les seuls intelligents. C'est en ce moment là où c'est exactement là où il faut s'attaquer à la gouvernance décrétée par le chef de l'État, le défunt premier Gnassingbé et Adema, ensuite Fort Gnassingbé, parce que Kanangawala était là depuis au temps de Gnassingbé. C'est une politique qui n'est pas appréciée. Je pense que le chef de l'État doit tout faire pour lutter contre ça. Je parle par exemple de l'amiral Adénion qui cumule beaucoup de postes à lui seul au Togo ici. Je parle de Kadangawala, oui. Je parle d'autres directeurs aussi qui sont à leur poste dans ces officines-là depuis des années et qui ne peuvent pas partir ou qui ne partent jamais. Ce n'est pas que je m'attaque à leur personnalité pour dire, bon, si la personne est compétente, il ne faut pas la garder. Oui, si la personne est compétente, on peut la garder à son poste. Mais à un moment donné, il faut changer. À un moment donné, il faut faire venir quelqu'un d'autre. C'est un peu comme l'opposition qui s'attaque à tous les jours au pouvoir pour dire c'est Gnassingbé depuis 50 ans. Il faut changer. C'est la même chose. Dans un service, lorsqu'il y a un Wala depuis 25 ans, je viens, c'est Wala. À chaque fois, c'est Wala. C'est des gens meurent, d'autres viennent et repartent. Mais c'est toujours Wala. Ça commence à un moment donné à faire mal. Ça n'encourage pas les jeunes frères, ça n'encourage pas nous autres jeunes qui avons fréquenté et qui voulons nous aussi être un jour à ce genre de poste. Donc ça ne m'encourage pas. Moi, sincèrement, s'il part, oui, c'est une bonne nouvelle qu'il parte. Mais au même moment, il faut voir qui le remplace. Les rumeurs sont en train de courir. Oui, selon le même journal d'ailleurs, que c'est le DG de UTB qui va le remplacer. L'ex-DG de UTB qui va le remplacer. Lui aussi avec ses fourchettes, parce que lui aussi il a des dossiers qui traînent. C'est toujours la presse qui le dit, il a des dossiers qui traînent. Et c'est maintenant lui qui a quitté l'UTB avec donc ses défauts, qui va le remplacer encore à la caisse, à la CNSS. Sincèrement, tout ça, ça ne sent pas bon et je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous accepterait manger ça. Alors hier c'était Akrima Kogoy de la SALT, aujourd'hui c'est Kofi Kadangawala du CNSS. À qui le tour, Credo Tété?
Julien, je te remercie. Mais il faut dire, c'est vrai, les gens ont eu à décrier le fait que certains directeurs soient des éternels à des postes. Mais tu viens de le dire tantôt, avec le départ très récent de M. Kogwe Akrima de la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin, je me suis dit que c'est un déclic. Et là, je voudrais plagier une écriture biblique qui dit « lent à la colère ». Je dis, et ça c'est pour essayer de caricaturer le président Faure Gnassingbé. En fait, il n'est pas lent à la colère en tant que président de la République, mais il est lent à une prise de décision. Mais lorsqu'il s'inscrit dans une logique, il va jusqu'au bout. Le simple fait qu'il ait eu le courage de remplacer M. Kogwe Akrima par un jeune, M. Malik Natchaba, et la surprise que nous venons d'avoir, qui peut-être la semaine prochaine va se matérialiser parce que les conditions sont maintenant réunies pour que M. Ouala parte à la retraite après de loyaux services durant des décennies, bien sûr. Je dis qu'il y aura d'autres déclics. Il y aura d'autres déclics parce qu'on a toujours relevé qu'il y a des sociétés étatiques et para-étatiques où depuis plusieurs décennies, on a connu que c'est DG. Donc si on veut aller droit au but, donc il faut citer l'exemple également de la Lonato. Monsieur Pekemsi, qui est depuis près de 30 ans. Depuis près de 30 ans, environ 3 décennies qu'il est à ce poste et autres là. Donc là, je crois que c'est un nettoyage que le chef de l'État est en train de faire. Et j'aurais souhaité, dans le cas d'espèce de la Caisse nationale de sécurité sociale, qu'on n'aille pas prendre un autre baron, ou bien quelqu'un qui a déjà végété à des postes de responsabilité. Peut-être, oui. Oui, bon, lui, on peut cumuler entre griffes et autres là. Mais je voudrais qu'on fasse confiance à cette jeunesse-là. Parce que cette jeunesse regorge de potentialité. Nous étions tous d'accord. Nous avions tous applaudi lorsqu'on a vu le jeune Malik Natchaba à la tête de la SALT. Donc, à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a encore des ressources humaines qui sont valables et autres là. Donc, il va falloir qu'on fasse la promotion de cette jeunesse qui est responsable et autres là. Et lorsque nous appelons à cette promotion de cette jeunesse, il faudrait que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous méritions cette confiance-là. Nous méritions cette confiance-là. C'est pourquoi lorsque il s'était agi de confier cette responsabilité à monsieur Natchaba à la tête de la SALT, j'avais dit sur ce plateau que c'était un défi. Si M. Natchaba ne réussissait pas, donc c'est toute la jeunesse qui serait engloutie. Donc on espère que tous ceux qui sont des cumulats en griffe à des postes de responsabilité vont débarrasser le plancher et qu'on puisse accorder du sang neuf. Du sang neuf, non seulement du sang neuf, on peut prendre du vieux pour faire du sang neuf et autres là. Mais la jeunesse togolaise regorge d'assez de potentialité. Il va falloir qu'on fasse confiance à cette jeunesse-là. Et s'il faut qu'on nous fasse confiance aussi, nous en tant que jeunes aussi, nous ne devons pas surfer sur la fibre politique pour espérer aller à un poste de responsabilité. Il va falloir que nous développions les compétences, les potentialités et qu'on puisse nous reconnaître comme tels. Mais il faut encourager le chef de l'État dans ses prises de décision. Il y a d'autres postes. À faire le ménage partout. À faire le ménage, un ménage qui soit vraiment conséquent et bénéfique pour le peuple togolais. Alors Sylvain, comment peut-on expliquer le fait qu'une seule personne soit maintenue à la tête d'une société future de l'État pendant 20, 25, 30 ans? Non, c'est juste de la mauvaise gouvernance et la mauvaise foi dans un pays. C'est une insulte à toute une nation de garder une seule personne à un même poste pendant 25 ans. C'est un peu comme, c'est un aveu d'échec. Vous avez échoué dans la formation d'une relève, c'est tout. C'est juste la preuve de cet échec-là. Vous imaginez la dernière fois au BPC, moi j'ai eu les informations, je crois que tout le monde l'a eu à Lomé, des informations qui disaient que il y a eu probablement pour faire passer ceux qui avaient eu la moyenne, ils n'avaient que 6% pour le BPC. Bon, ça c'est des rumeurs. Hein. Oui, c'est des rumeurs. Et ensuite maintenant, ils ont tenté de prendre 9, oui, avec des pincettes, avant de prendre 9, ils ont tenté de prendre 9, c'était à 28%. Et maintenant ils ont pris 8 et ils ont eu les 59%. Attends, ça c'est scandaleux. C'est scandaleux que dans un pays, pour ne serait-ce que le BPC, on puisse avoir ce pourcentage. C'est parce qu'il n'y a pas de promotion de la relève de demain. Sinon, on ne pourrait pas avoir un seul individu, quelqu'un qui est très âgé, et un vieillot, à un poste pendant 25 ans. Si moi j'étais à leur place, j'allais démissionner parce que ça veut dire que mon propre enfant ne pourra pas avoir sa place. Moi, je gagne une place pendant 25 ans. Mon propre fils aura quelle place un jour? Mais c'est des intérêts. Et pour... oui, des intérêts inavoués. Pour revenir un peu à son analyse, il a dit que Kogwe a rendu de loyaux services. Non, attention, de loyaux services à qui?
Parce que à l'État, au pays. Non, quand on te nomme à un poste, il ne s'agit pas de servir le chef de l'État. Il s'agit de servir le pays, il s'agit d'être républicain. Mais dès lors que vous êtes loyal envers le chef de l'État et non envers l'État, ça pose un problème. Parce que M. Kogoué, je n'ai rien contre lui, mais dans ce pays, nous avons lu beaucoup de choses dans la presse dans lesquelles il a été accusé parfois. Donc ça veut dire que sa loyauté, il ne la doit qu'à celui-là qu'il avait nommé là-bas. Et maintenant, pour revenir à la nomination de Malik Nathiaba, c'est bien, c'est un jeune, oui. Mais vous voyez, on ne mérite pas d'être DG juste parce qu'on a des diplômes. J'ai rencontré M. Nathiaba il y a quelques années, oui, quand il n'était pas encore nommé, il n'avait pas encore été nommé. Quel était conseiller de la présidence? Oui, il y a quelques années. J'ai discuté avec lui dans le cadre de notre projet dont je tais le nom. Vous voyez, sauf s'il a retravaillé sur sa personne, je ne pense pas qu'il a le leadership nécessaire pour prendre ce poste. Sauf s'il a retravaillé sa personne. Ah oui. Oui. Vous nous confirmez? Oui, s'il a retravaillé sa personne, s'il a retravaillé un certain nombre de choses, oui, il aurait le leadership. Je dis, mais je ne sais pas s'il l'a fait. Il peut l'avoir fait. Je ne l'ai pas encore rencontré de nouveau. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir des diplômes, mais il faut le leadership, mais il faut le charisme, il faut un certain nombre de choses pour occuper un certain nombre de postes, comme les postes des grandes directions, comme celle de la SALT. Donc, je pense que c'est dans cette perspective qu'il faut que le chef d'État s'inscrive. Prendre les jeunes, oui, mais il faut prendre des jeunes qui sont capables de le faire. Parce que moi, si Malik Nathiaba, je lui souhaite toute la chance dont il aura besoin, mais s'il échoue là-bas, moi, ça ne m'engage pas. Parce que si moi aussi on me met à un poste, peut-être que je jouerai, peut-être que je réussirai. Mais Nathiaba, Malik est tout sauf un 109. Alors, que dire de ceux tout sauf un 109. Alors, on va continuer rapidement. Que dire alors de ceux qui continuent de cumuler les postes? Ils sont DG, ils ont 3, 4, 5 postes à la fois, et ils y sont depuis 10, 15, 20 ans aussi. Ils sont là, ils sont nombreux, on a des exemples. Hein. Non, mais ce que nous disons toujours, c'est qu'il faut qu'on finisse avec ces situations-là. Des gens qui sont premiers responsables dans 2, dans 3 structures en même temps, qui le matin, ils sont à tel poste de responsabilité pour quelques heures, 3 heures de temps après, donc ils sont obligés d'aller voir dans l'autre département, dans l'autre service aussi ce qui se fait. La question qu'on se pose, est-ce qu'à part ces personnes-là, il n'y a plus de potentialité, il n'y a plus de compétences? C'est une question de confiance ou bien c'est une question de compétence? Non, mais moi je dis, avant qu'on accorde la confiance à quelqu'un, pour le nommer à un poste, donc il faut s'interroger soi-même. Si c'est toi qui es le décideur, est-ce que la personne que je vais nommer a les compétences, a les rudiments nécessaires pour assumer ce poste de responsabilité? Disons la vérité, tu ne peux pas prendre un cordonnier, même s'il a le leadership nécessaire qui participe au développement interhumain et puis au développement du pays, et le mettre à un poste où on a besoin beaucoup plus d'une expertise comptable. Donc, soyons conséquents envers nous-mêmes. Mais ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est de voir des gens qui sont présidents de délégation quelque part, qui sont super DG quelque part. Mais c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'à part ces personnes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres ressources? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres potentialités? Après lui, c'est lui. Non, après lui, c'est lui. Et ses enfants alors? Non, mais après lui aussi, il peut y avoir d'autres personnes. Et c'est là où je voudrais également insister. Le chef de l'État est en train de faire un ménage qu'on commence par percevoir. C'est un ménage. Parce qu'il a hérité d'un système quarantenaire. Et ce n'est pas facile de dégommer ces barons-là. Aujourd'hui, nous devons, certes, il y a encore des cris de désarroi. Nous devons l'encourager. Je le disais tantôt dans mon premier développement. Hier, c'était Kogoué Akrima. Aujourd'hui, on parle de M. Wala Katanga. Demain, on parlera peut-être du contre-amiral Adénion. Demain, on parlera peut-être de M. Pekensi ou bien de d'autres personnes qui sont tapis dans l'ombre, mais qui cumulent également des postes de responsabilité. Et c'est là où nous disons qu'il faut apprendre à faire confiance à cette jeunesse-là. Et même si nous appelons à la confiance en cette jeunesse, c'est ce que nous disons, à une jeunesse qui soit responsable, à une jeunesse qui ait de la matière et autres là. Ce que mon confrère Sylvain vient de dire, il a essayé d'interroger le leadership de M. Malik Nathiaba. Son interrogation n'est que subjective et autres là. Mais déjà, que le gars soit bardé de diplôme, qu'il ait au moins ce qu'on appelle l'instruction, ça c'est déjà un atout. Mais il va falloir qu'il fasse un travail sur lui-même en tant que premier responsable pour essayer d'insuffler, disons, quelque chose de nouveau à la SALT. Une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique. C'est là où nous allons l'interroger peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Non, pas dans 5 ans, dans 6 mois, 1 an. Dans 100 jours. Oui, non.
dans 100 jours et autres. Dans un bref délai, parce que là, on va attendre 2-3 ans pour l'interroger. Non, dans un maximum, on voit les résultats du terrain. Oui, et notre interrogation, c'est ce qu'il aura rendu comme travail sur le terrain qui sera notre interrogation, parce qu'il n'aura pas à subir, disons, une session d'oral de notre part. Et lui-même, il doit être conscient. Je pense que M. Nathiaba doit être conscient de cette responsabilité-là. Aujourd'hui, et ce que nous souhaitons également pour la Caisse nationale de sécurité sociale, qu'on ne retrouve pas un ancien DG dont on fasse la promotion demain à la pas de promotion, de changement de poste. Non, mais moi je dis de promotion du moment où il a quitté une vieille carcasse et maintenant qu'on le ministre par exemple. Non, mais on ne doit pas aller jusque-là. On va évoluer. Mais il faut qu'on fasse la culture de la compétence et dans un souci de leadership. Et ces personnes aussi doivent savoir que en vous nommant à un poste de responsabilité, certes, vous êtes un griffe redevable envers la personne qui vous a nommé, mais vous êtes beaucoup plus redevable envers le peuple en son développement harmonieux. On va aborder le second sujet de cette émission. Donc, 79 tonnes de riz inconsommables et 2 tonnes de poulet traités au formol saisi au Burkina Faso. Nous l'avons appris hier sur Radio France Internationale RFI, 79 tonnes de riz inconsommables à l'homme et même aux animaux et 2 tonnes de poulet traités au formol en provenance du port de Tema ont été saisis après des analyses sanitaires au Burkina Faso. Ces cargaisons étaient destinées à la consommation à Bobo Dioulasso. Il se pose aujourd'hui un réel problème à nos frontières. Oui, le problème se pose, oui, à nos frontières, mais surtout le problème se pose par rapport à l'intégrité des agents de ces frontières. Parce que pour faire passer ce genre de produit, oui, c'est vrai que nos frontières sont poreuses, nous en avons beaucoup, mais 79 tonnes, ça veut dire que c'est beaucoup, ça peut passer par une frontière poreuse. Oui, c'est une frontière conventionnelle. Assez conventionnelle, oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même bon, je ne le dis que comme ça, mais il y a eu quand même de la corruption à ces frontières. Parce que pour faire passer ce genre de riz, c'est vrai qu'il n'y a pas de spécialistes, ou du moins les agents de la douane ne sont pas formés pour détecter des riz contaminés à l'œil nu. Je suis d'accord. Mais quand vous prenez ce genre de produit, que vous rentrez dans un pays, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre de dispositions prises par la personne qui a fait passer ce genre de riz. Parce que la personne qui l'a fait passer savait, et la personne était consciente que le riz était contaminé. Parce que, vous voyez, 79 tonnes, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour être contaminé. J'ai l'impression que cette personne-là qui a fait passer ce genre de riz avait un dessein, avait un plan. Parce que pour faire passer ce genre de riz et larguer ça dans la population, 79 tonnes, des gens qui vont consommer ça, et on dit pas consommable pour les hommes et encore moins pour les animaux. Quand on le dit, c'est que la personne avait... Moi, j'en appelle même au terrorisme, hein, parce que 79 tonnes de riz, vous larguez ça dans une population, allons, mais si vous tuez pratiquement tout le monde, hein. C'est beaucoup. Dans tous les ménages auraient pris un bol, mais ça serait fini de tout le monde. Donc, je pense quand même que ça pose la question de l'intégrité des agents. C'est vrai aussi que ça pose le problème d'étanchéité de ces frontières-là, mais surtout pour moi, d'intégrité. Il va falloir mettre des garde-fous contre ces terroristes. Moi, j'appelle ça du terrorisme, comme ces terroristes qui passent par nos frontières sans coup féri. Alors, c'est clair aujourd'hui que nous mangeons très mal par la faute des hommes d'affaires véreux. Oui, non, mais moi je crois que les hommes d'affaires sont en train de faire leurs affaires et ce sont des messieurs sans pitié. Ce sont des messieurs qui ne courent que derrière le pécunier. Là, mais si nous avons en face, ou bien si nos responsables qui sont au niveau des frontières, de tous les départements, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, s'ils n'ont pas cette conscience professionnelle, voilà, on va tuer, on va décimer les pauvres populations à petit feu. 79 tonnes de poulet. Non, de riz. De riz. Et 2 tonnes de poulet. Et 2 tonnes de poulet traités au formol. Donc, c'est dire, Sylvain parle de terrorisme. Moi, je dis que c'est le qualificatif. C'est la criminalité. Ça, c'est de la haute criminalité. Ça, c'est de la haute criminalité. Et s'il faut voir comment est-ce que les cargaisons là, le circuit, jusqu'à ce qu'on arrive au port de Tema, qu'on décharge, qu'on prenne maintenant des camions pour aller.
parce que la destination finale c'était Bobo Dioulasso. Donc il faut dire sur le circuit, sûrement qu'il y a déjà quelques kilos qui sont descendus. Les gens ont été mouillés. Les gens ont été mouillés. C'est là où on parle de la corruption face à un mécanisme de conscience professionnelle que la plupart de nos responsables, à quelque niveau que ce soit, n'ont pas aujourd'hui. Sinon, il fut un temps, on a parlé de ces produits carnés qui étaient arrivés même à Lomé. Si nous prenons l'exemple de ces produits carnés, de ces poulets qu'on retrouve aujourd'hui traités au formol au niveau du Burkina Faso, donc il faut... Il y en a au Togo aussi. Hein? Oui, non, j'ai donné l'exemple du Togo. Parce qu'on a vu que c'était même entreposé dans un établissement qu'on a scellé après et autres là. Donc c'est dire qu'il y a de la corruption sur toute la chaîne. Il y a de la corruption. Et lorsqu'on parle de la corruption, ce ne sont pas des animaux qui sont des acteurs, ce sont des êtres humains, ce sont d'autres terroristes qui ne pensent qu'à leur, disons, aisance sociétale et qui tuent leur père et autres là. Donc il va falloir qu'on puisse sévir à tous les niveaux. Il va falloir qu'on puisse sévir. Ceux qui sont les responsables en termes d'agriculture au niveau des frontières, mais il va falloir qu'ils puissent inspecter. Est-ce qu'il y a même de ces services de contrôle sanitaire au niveau des frontières? Par exemple, au port de Lomé, est-ce que dès que les produits arrivent, est-ce qu'il y a des gens qui contrôlent? Non, c'est des gens qui sont là, mais peut-être qu'ils sont défaillants dans ce qu'ils font. Ils ont des titres ou qui sont mouillés. Oui, non. La défaillance vient du fait qu'ils soient corrompus. Non, ce sont des gens que tu vois dans des chemises blanches, ils sont là. Même au niveau de l'aéroport, de nos aéroports, vous les voyez, ils sont là. Mais ce sont des gens qui, pas tous, ne font pas très bien leur travail. Parce qu'ils courent derrière l'aisance sociétale. Donc ils veulent tout et tout aujourd'hui avant d'aller à la retraite. Vous voyez même des jeunes qui sont placés à ces postes, qui ont été formés comme cela se doit. Mais en 6 mois, ils veulent déjà rouler dans des BMW et autres là. Mais est-ce que c'est leur salaire qui vont leur permettre de payer ça? Non, c'est l'argent de la corruption. Ils ferment les yeux sur des choses. Et des fois même, ils n'inspectent même pas les cargaisons qui passent. Ils sont conscients de la mauvaise qualité, mais ils laissent passer. Non, ils sont conscients. Et de la mauvaise qualité, ils sont conscients qu'ils ne font pas bien leur travail, mais contre des enveloppes, ils essaient de fermer les yeux sur des choses. Mais alors là, ce sont également de hauts criminels, des gens qu'on doit poursuivre. Et autres là. Parce que, disons, de Tema, pour aller au Burkina Faso, il n'y a pas la mer. Hein. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler du port. Donc c'est pas la route. Donc c'est dire qu'il y a des postes de contrôle. Si ça a pu échapper à tous ces postes de contrôle, c'est qu'il y a une complicité. Et ça, c'est grâce à la vigilance des associations de consommateurs au Burkina qu'on a pu déceler ça. C'est eux qui ont vu la chose et qui ont dit non, ce truc c'est un peu suspect. Ils ont vu les poulets avec du formol, avec des tubes. Ils disent c'est quoi ce truc-là? Et quand ils ont appelé les services sanitaires, après les analyses, ils se sont rendus compte que c'est de faux trucs. Donc, non, c'est là où il faut en appeler également, disons, à la responsabilité et à l'action de contrôle de nos associations de consommateurs. Parfois, on a de ces associations aussi qui sont complaisantes. Ah oui, donc qui sont corrompus. Hein. Non, je dis qu'ils sont complaisantes. Donc, accordons-leur le bénéfice du doute. Mais disons qu'ils doivent également contribuer à ce que l'action sociétale soit bien ficelée, soit bien vue. Mais là encore, peut-être qu'au Burkina, l'association burkinabé des consommateurs, je me suis trompé, l'association burkinabé des consommateurs... C'est la Ligue des consommateurs du Burkina. Ok, donc la Ligue des consommateurs du Burkina, oui, peut-être que cette Ligue a été souvent associée à ce genre de contrôle. Oui. C'est peut-être grâce à ça qu'ils ont pu déceler ça. Mais chez nous ici, ce n'est pas vraiment le cas. Mais il faut que l'association togolaise des consommateurs soit associée à ce genre de contrôle pour que cette association puisse défendre le droit des citoyens. Vous voyez, les citoyens, vu le pouvoir d'achat très faible et la pauvreté à outrance dans nos pays, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous voyez un produit qui normalement doit coûter 500, mais qui vous est vendu à 250, vous vous dites, ah, j'ai la chance. Ils vont vraiment acheter liquidation. Parce que le produit de mauvaise qualité est périmé. Des produits carnés, comme il a dit, périmés, oui, des produits qui ne sont pas à consommer. Et on les lave comme ça. Et les gens en prennent, les gens en consomment. Les blancs diminuent, nous on baisse les prix. Oui, on meurt tranquillement. Parce qu'on n'a pas d'argent. Ça fait qu'on ne réfléchit pas plus loin pour dire non, ça pose un problème. À qui la faute alors? À l'État, aux associations de consommateurs, aux commerçants, aux hommes d'affaires. La faute à beaucoup de personnes. Que faut-il faire pour ces agents qui ne font pas leur boulot, de diminuer au maximum ces genres de choses?
Peut-être faudrait-il rééduquer les gens, je veux dire sensibiliser les gens premièrement par rapport à la corruption, parce qu'il faut que les gens sachent, il faut qu'ils comprennent que la corruption ne fait de mal à personne, qu'à nous-mêmes. Parce que toi qui es corrompu, toi le corrupteur, vous deux vous faites du mal. Quand ce riz-là rentre, mais c'est tout le monde. Parce que si ce n'est pas vous-même directement, peut-être que votre enfant ira manger chez le voisin, il va manger ce riz. Il va on a vu des bouillons copiés, des bouillons de mauvaise qualité qui ont été copiés et qu'on a saisi ici à Lomé. Donc les gens font des cubes là-bas, on ramène ici, et d'autres commerçants ici vont copier ces cubes, ils font de copies de mauvaise qualité. Ça se fait pour tout, même pour la boisson, pour l'alcool, pour les schnapps, c'est tout ça se fait. Tout est maintenant contrefait. Vivement que peut-être les services de contrôle, les associations de consommateurs puissent veiller pour que nous ayons enfin des produits de bonne qualité. Nous allons marquer une pause. Derrière la pause, nous allons recevoir notre invité politique. Il s'agit de M. Nathaniel Olympio. Il est le directeur de cabinet du président du Parti des Togolais, M. Alberto Olympio. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Retour en studio avec notre invité, je vous rappelle son nom, il s'agit de Nathaniel Olympio. Il est le directeur de cabinet du président du Parti des Togolais, Alberto Olympio. Bonjour, monsieur Olympio. Bonjour. Alors, ça fait longtemps que le Parti Togolais n'est plus très actif sur le terrain comme on avait vu au début. Alors, comment se trouve votre parti, la santé de votre parti politique aujourd'hui? Je pense que tout parti politique a des périodes d'intense activité publique et des périodes d'activité beaucoup plus internes, moins publiques, réflexionnelles, et tout ne peut pas être médiatisé. Alors, monsieur Alberto Olympio, le président du parti, a disparu des écrans et radars depuis bientôt 2 ans. Que se passe-t-il au juste? C'est quoi le problème? On ne le voit plus. Non, ça ne fait pas 2 ans. C'est vrai que ça bientôt fait 2 ans. 1 an et demi au moins. Même pas encore. Mais bon, dans tous les cas, c'est vrai qu'il n'est pas présent sur le territoire en ce moment. Mais vous avez certainement suivi qu'il a annoncé qu'il sera présent très prochainement. Il y a la sortie de son livre qui est attendue. Donc tout cela est en cours de préparation et va se finaliser très prochainement. Donc vous aurez l'occasion certainement de le recevoir et qu'il vous parle un peu de ce qu'il n'a pas pu dire directement au peuple togolais depuis ces derniers mois. Alors certaines mauvaises langues disent que M. Olympio Alberto a disparu pour fuir la justice, parce qu'il y avait des soucis au niveau de la justice togolaise. Écoutez, je pense que c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas de message direct d'Alberto lui-même à l'endroit du peuple togolais, qui puisse avoir des supputations, qui puisse avoir des interprétations. Mais ce qui est important, c'est que Alberto sera de retour très prochainement et il sera disposé à parler au peuple togolais comme il a l'habitude de faire. Très prochainement, dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois? Et en tout cas, bien plus rapidement que vous ne le pensez. Bien plus tôt que vous ne le pensez. Donc peut-être demain. Et écoutez, faites le pari et puis on verra. En tout cas, il ne va pas tarder à revenir et il a beaucoup de choses encore à dire. Il a passé beaucoup de temps à réfléchir sur le parcours que nous avons connu cette année passée, l'année électorale, qui a été une année quand même assez particulière au Togo. Et il revient avec une réflexion qu'il met dans un livre qu'il va partager avec les citoyens togolais très prochainement. Oui, monsieur Nathaniel Olympio, très tôt, votre parti, le parti des Togolais, s'est démarqué de la stratégie politique des anciens partis politiques en accentuant ses efforts sur l'éducation citoyenne. Où en êtes-vous avec ce projet? Je pense que ça ne sert à rien de créer un parti politique qui soit différent de l'existant et de faire exactement ce que les autres faisaient. Nous sommes venus avec l'idée d'apporter du sang neuf, une démarche nouvelle, une méthodologie nouvelle de conduite des affaires publiques. Et donc, nous avons également pris note que le déficit de formation que nous observons au sein de notre jeunesse était également un facteur qui nous tirait vers le bas, était un facteur pénalisant même pour l'avancement de notre démocratie. Et le Parti des Togolais, très tôt effectivement, a mis en place un programme qui vise à donner aux jeunes
surtout la compétence qu'il faut, à leur donner les outils qui leur permettent de bien comprendre la chose publique, de bien analyser ce qui se passe dans notre pays et de pouvoir tirer des conclusions en connaissance de cause. Quand notre jeunesse sera capable de ne plus se faire manipuler parce qu'elle comprend mieux les enjeux, parce qu'elle sait qu'elle peut porter une action qui influence le destin de notre pays, en ce moment-là, nous aurons une démocratie qui sera beaucoup plus dynamique et qui responsabilisera davantage les politiques. Parce que les jeunes seront capables de les interpeller, de poser les questions qu'il faut, de faire les analyses qu'il faut et de les mettre devant leurs responsabilités. C'est ce à quoi le Parti des Togolais aspire, à travers ce programme de formation. Okay. Aux dernières élections, on avait connu Alberto Olympio. On ne l'avait pas connu il y a longtemps, avant les dernières élections présidentielles. Maintenant, vous avez perdu les élections. Vous n'y êtes même pas allé aux dernières élections. Et je crois que maintenant, vous avez 5 ans pour vous préparer. Maintenant, comment est-ce que le parti se prépare pour les prochaines élections? Ils ont 4 ans maintenant. Oui, 4 ans, oui. Un an est déjà passé. Je pense que ce credo a souligné tout à l'heure un point important dans notre démarche, ce sont les formations civiques. Le programme de formation civique est bien plus important qu'un simple programme de formation. Pourquoi? Parce que c'est la capacité que nous allons donner à une frange de la population d'être en mesure de se prendre en charge d'abord, d'être responsable et d'être conscient des enjeux et surtout d'être conscient de sa propre responsabilité et sa capacité à influencer les choses. La jeunesse togolaise a trop souvent pensé que tout ce qui relève de la chose politique, c'est entre les mains des leaders politiques, c'est entre les mains du gouvernement, mais ce n'est pas vrai parce que d'autres pays nous ont démontré que le rôle de la société civile, le rôle de la jeunesse peut être de nature à influencer, à influer sur l'orientation de notre démarche politique. Et vous pensez que ça suffira pour mobiliser la population à vos côtés ou bien vous avez prévu d'autres actions? Ce n'est jamais une seule action qui conduit à un résultat final, c'est une conjonction d'actions. Le point de départ, c'est la formation, c'est la capacité des gens à comprendre ce que vous allez leur dire. Une fois que les gens ont cet acquis et qu'ils sont maintenant outillés pour participer plus activement dans la réflexion à la démarche, en ce moment-là, ensemble, nous allons pouvoir mener une réflexion. Parce que au Parti des Togolais, il ne s'agit pas que les premiers dirigeants du parti s'enferment dans une pièce et réfléchissent, sortent une idée et viennent la brandir aux militants en disant « c'est ça ce que nous devons faire ». On ne fonctionne pas comme ça. Alors, chez nous, excusez-moi, je termine, chez nous, c'est donner la parole aux jeunes, leur laisser le soin de faire leurs analyses et d'apporter la contribution à la définition des méthodes de travail du parti. Alors, à son arrivée sur la scène politique togolaise, M. Alberto Olympio avait rassuré les gens, il avait donné l'espoir aux gens et il a fait le projet d'assurer l'alternance pour le peuple togolais. On l'a vu sur le terrain, il a parlé sur les médias partout, il avait rassuré qu'avec lui, le Togo allait changer en 2015. Mais au moment opportun, il s'est débiné, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, dit comme ça, c'est un raccourci et c'est vrai, vous n'avez pas le temps de tout développer, mais je vais dire en 2 mots, tout simplement parce que une élection présidentielle, c'est une grande compétition. Et une compétition, comme toute autre compétition, doit se faire dans un cadre qui soit équitable pour tout le monde. Et nous savons tous au Togo que l'élection de 2015 n'a pas été une élection équitable et donc ça ne sert à rien de participer à des enjeux qui sont pipés depuis avant leur exécution. C'est pour cela qu'on n'a pas participé. On vous a vu descendre sur le terrain aussi. Oui. Vous avez promis de m'empêcher l'élection avec les autres. Nous n'avons pas empêché, nous n'avons pas promis d'empêcher l'élection. Nous avons dénoncé, nous avons écrit à la Cour constitutionnelle, mais finalement, pourquoi est-ce que tout ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que nous sommes dans un environnement politique où nous ne pouvons pas nous appuyer sur les institutions pour faire valoir les droits du peuple togolais. Et c'est ça qui est grave au Togo. Nous sommes dans un environnement où l'on prétend être un pays démocratique, mais en réalité, nous sommes dans un régime très autoritaire et qui porte un voile de démocratie. Et ça rend la chose encore plus difficile pour les Togolais. Parce que à l'extérieur, le régime vend très bien ses papiers glacés sur la démocratie, la bonne tenue, la stabilité, etc. Ils le vendent très bien parce qu'il y a un voile de démocratie, il y a des institutions, il y a les organes qui caractérisent une institution. Mais quand on regarde au fond, une fois qu'on a gratté la surface, on se rend compte qu'aucune de ces institutions ne fonctionne
comme il se doit dans le cadre démocratique. Et c'est ça qui pose problème. Monsieur Olympio, qu'est-ce que vous avez à répondre à ce commun des mortels qui qualifie Monsieur Alberto Olympio d'immature et de rêveur politique? Oh, vous savez, il a eu beaucoup de surnoms. Immature, vous dites, rêveur politique par ailleurs, et OVNI, d'autres. Oui, parfois, il faut une dose de... Et tout cela cache la conviction que la personne a, sa détermination. Et c'est vrai qu'il est venu sur la scène politique à un moment crucial de notre processus électoral, parce que c'était pratiquement à la veille d'une élection. Mais le travail accompli, c'est ce qu'il faut regarder. Je pense que dans cette période-là, le Parti des Togolais s'est illustré par son engagement à faire valoir les droits des citoyens togolais, à mettre à nu toutes les manipulations qui sont faites dans le fichier électoral. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il ne sait pas quelles sont les failles de notre système électoral, particulièrement au niveau du fichier électoral. Ce sont des sujets qui vont revenir sur la table incessamment dans tous les cas. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. Donc le Parti des Togolais a apporté ce rêveur dont vous parlez. Et il a apporté cela au peuple togolais. Et si c'est ça son rêve, que les citoyens togolais soient conscients, soient au fait des réalités de notre pays, eh bien, ce rêveur-là, moi, je veux en avoir tous les jours. Alors, oui, vas-y. Okay. Alberto, avant d'enclencher lui son processus à son niveau, il a publié un livre, c'est ce qui s'est passé. Donc, disons une nouvelle manière au Togo, parce que comme vous le disiez avant, il avait publié un livre avant les élections. Oui, mais on ne le connaissait pas au Togo. Oui, vous voulez bien me dire à ce jour ce qu'il a exactement et concrètement fait dans ce pays, pour qu'on dise, bon, ça, c'est Alberto Olympio qui l'a fait. Parce que le commun des mortels, comme il a dit, en parle souvent. Je ne sais pas ce que vous attendez que Alberto vous liste, mais vous savez, le parcours qui a été le sien depuis qu'il est entré sur la scène politique togolaise, ça fait environ 2 ans qu'il est venu sur la scène politique. Et en 2 ans, je pense que nous avons, au Parti des Togolais, montré notre détermination à être un parti de dimension nationale. Nous avons fait une tournée nationale. Nous avons montré notre détermination à être franc avec les citoyens togolais en publiant un livre dans lequel nous décrivons une vision et ce que nous voulons faire. Et nous avons également mis sur la table, comme je le disais tout à l'heure, la question du fichier électoral qui était quelque chose d'important en ce moment-là. Et donc, dans la démarche politique, Alberto a posé des actes concrets qui font qu'aujourd'hui, écoutez, vous m'invitez aujourd'hui sur votre plateau, c'est bien parce que vous donnez une considération au Parti des Togolais. Et sinon, ça n'aurait pas été le cas. Donc, nous sommes dans une dynamique et il y a aussi des actions qui ne portent peut-être pas encore des fruits aujourd'hui. C'est cette question de formation que nous faisons. La formation des citoyens, c'est peut-être un travail ingrat, c'est peut-être un travail à long terme, mais c'est un travail que nous devons coûte que coûte faire. Si ce n'est pas le Parti des Togolais, il faut que d'autres aussi s'y engagent, parce que c'est indispensable pour la promotion de notre démocratie, pour le dynamisme de notre démocratie. Nous en avons évolué. Oui, justement, nous allons évoluer, mais vous permettez, Junior, sur la question des réformes politiques. Je préfère qu'on y revienne dans les positions. On va parler de quel sujet d'abord. Alors, avant de venir à l'actualité en politique du moment, j'aimerais qu'on parle de cette sortie faite par votre président, Alberto Olympio, chez nos confrères de Eben Radio la semaine dernière, où il a taclé sévèrement le gouvernement en ce qui concerne la mauvaise qualité de la connexion Internet et aussi du coût élevé donc, de cette connexion. Alors, quel message voulait-il passer à travers cette sortie médiatique ? Mais je pense que la sortie que Alberto a faite ne doit pas être vue simplement dans le prisme de l'Internet. L'Internet était un canal qui montre toute l'inefficacité de l'action gouvernementale, du moins dans ce créneau-là, qui montre également comment nous sabordons dans notre démarche économique. Vous savez que la technologie des systèmes d'information est de nature à créer une véritable économie numérique. Aujourd'hui, nous entendons nos responsables politiques parler beaucoup d'économie numérique, mais nous n'avons jamais rien vu d'économie numérique au Togo. Sérieusement. Et cela ne peut pas se faire si nous n'avons pas les outils pour que les jeunes puissent émerger dans ce domaine de compétences. Les outils, c'est quoi? Que mettez-vous dans l'économie numérique, vous autres?
au niveau du Parti des Togolais? Mais c'est simplement, nous n'avons pas une définition à nous. L'économie numérique, c'est universel. Tout le monde sait ce que c'est. Quand vous entendez parler de la Silicon Valley, quand vous entendez parler de Google, quand vous entendez parler de Yahoo, toutes ces grandes entreprises, eh bien, c'est ça l'économie numérique. Et au Togo, nous avons l'intelligence qu'il faut pour créer un espace où les jeunes peuvent exprimer leur génie créateur pour peu qu'on leur mette à disposition l'environnement qu'il faut, les incubateurs qu'il faut, le débit Internet qu'il faut. Donc, ce n'est pas simplement la défaillance du gouvernement au niveau d'Internet. Certes, on met ça en avant, mais c'est véritablement tout le déficit de notre gouvernance, de notre capacité à projeter le peuple togolais dans une économie prospère et que cette économie puisse rejaillir sur tout le monde. C'est tout cela que Alberto a voulu pointer en mettant en lumière la défaillance sur l'Internet. Alors, avez-vous approché le ministère en charge de l'économie numérique ou bien Togo Télécom, la principale société qui fournit Internet au Togo, pour avoir plus d'informations, pour voir pourquoi d'abord le service est de mauvaise qualité et le coût est élevé par rapport aux autres pays? Vous avez fait cette approche? On connaît ce qui se passe sur le plan technique. Vous savez, le Togo a sur sa côte le câble sous-marin fibre optique qui est présent d'une part. Et malheureusement, le Togo, qui s'est connecté sur ce câble sous-marin, n'a qu'une seule connexion d'un débit très limité. Vous prenez le Ghana par exemple, ils ont 4 connexions sur ce même câble-là qui passe au Togo et au Ghana. Donc la capacité qu'on met à la disposition de tout le Togo est très 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 peu. Et donc, nécessairement, c'est comme sur une autoroute, quand il y a plusieurs voitures, eh bien, on a embouteillage. Mais quand on multiplie le nombre de voies, eh bien, la fluidité se fait sentir par tout le monde. On roule plus vite. C'est ça, d'une part. Et d'autre part, quand nous sommes dans un environnement commercial, où, d'abord, Togo Télécom, qui est le seul pourvoyeur qui détient la gestion de ce câble, eh bien, c'est le monopole, d'une part, et d'autre part, nous savons tous que cette société est gérée de manière catastrophique, et donc tout ça n'est pas de nature à offrir aux citoyens togolais quelque chose qui soit de bonne qualité et à coût abordable. Sur le plan commercial, eh bien, nous avons une concurrence qui est biaisée, donc c'est le citoyen, c'est le consommateur, c'est l'usager qui en pâtit. Et quelle solution vous donnez donc aux autorités en ce sens? Mais il n'y a pas de solution miracle. Il faut simplement augmenter les capacités de flux sur les réseaux autoroutes de l'information. Ça, c'est la première chose, sur le plan technique. Et sur le plan commercial, il faut que les règles soient moins monopolisées et que nous ayons une concurrence saine qui permette de tirer les coups vers le bas. Tant qu'il n'y aura pas ça, on sera toujours le pays le plus cher dans la zone UMOA en matière de télécommunications. Alors, sur un tout autre plan, M. Nathaniel Olympio, le Togo a été épinglé récemment par un rapport sur les institutions. Il y a beaucoup de rapports qui épinglent la le bonne Togo. gouvernance. Nous partageons les mauvaises places avec la Gambie, par exemple, votre réaction? C'est ça tout le drame du Togo. C'est ça le drame du Togo. Dans tous les classements qui sont faits sur les institutions, sur les différents aspects de gestion de la gouvernance, nous sommes toujours en dernière position. Et ça ne peut pas faire plaisir aux citoyens togolais. Et, les institutions, ce sont les organes qui participent à la vie démocratique, qui illustrent le dynamisme de notre société. Malheureusement, ces institutions sont toujours soumises à l'exécutif, sont tenues par l'exécutif. Et vous ne l'avez pas souligné, mais c'est la Banque mondiale qui a fait cette étude-là. Et c'est important qu'une structure qui est supposée porter son regard sur l'économie vienne nous faire des rapports sur l'état de nos institutions et la politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils établissent la corrélation directe entre la qualité des institutions et l'économie, le développement économique. Le Togo n'a pas une bonne qualité d'institutions, il n'a pas une bonne démocratie, et bien l'économie en pâtit. Et nous en souffrons tous au Togo. Et le peu qui est disponible, il est monopolisé par les uns, il n'est pas redistribué, on n'a pas une croissance inclusive, et tout cela fait que, eh bien, nous côtoyons les mauvais élèves et nous sommes toujours parmi les derniers. Je vous donne un exemple sur le niveau d'endettement du pays. Nous avons atteint le point d'achèvement du PPTE, je crois, en 2010. Aujourd'hui,
nous avons un endettement qui se situe à plus de 60% du PIB. 63% pour être précis. C'est la projection pour 2016, je crois, et 63%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 61% de PIB, du déficit de dette par rapport au PIB. Alors que nos voisins, vous prenez par exemple le Bénin. Le Bénin, ils sont à 36-37%. Et le Burkina, tiens, ça c'est le cas le plus intéressant, ils sont à 31%. Alors que nous avons atteint le point d'achèvement du PPTE bien après tous ces pays-là. Donc nous sommes toujours mauvais élèves et ça ne fait pas l'affaire des Togolais. C'est l'endettement qui crée les sociétés dans le pays, qui crée l'emploi, qui fait fluctuer le pays quand même, parce qu'il faut qu'on s'endette pour développer le pays. Quand votre endettement atteint des niveaux exorbitants, mais vous ne devenez plus compétitif. Et les nouvelles dettes que vous allez contracter seront encore plus chères pour vous. Parce que, eh bien, votre économie n'est pas prospère. Parce que vous fragilisez votre économie. Il faut que nous ayons une plus grande capacité de production. Il faut que notre économie soit restructurée pour que les entreprises puissent produire de la richesse, pour que les entreprises puissent être plus compétitives et produire de la richesse pour que, eh bien, nous redynamisions notre économie et que notre capacité d'endettement soit beaucoup plus accessible et que les investissements qui sont faits soient des investissements productifs. Eh bien, tout cela fait que, eh bien, la mauvaise gouvernance ne nous donne pas l'ouverture économique qu'il faut, ne nous donne pas la liberté dont peuvent jouir les entreprises pour prospérer dans leur esprit d'initiative. Le Togo, vous le savez, nos entreprises, c'est une catastrophe. Nous n'avons pas d'entrepreneurs libres dans leur opinion, dans leur mouvement, dans leur choix d'entreprise. Il faut être toujours assujetti d'une manière ou d'une autre au régime en place pour prospérer. Quand c'est comme ça, on ne peut jamais avoir une économie prospère. Et quand vous parlez justement de restructuration, vous voulez parler de réforme. Il avait amorcé la question. Oui, il faisait référence aux réformes politiques. Je parlais tantôt de toute la restructuration économique, la gouvernance, etc. Mais bien entendu, sur le plan politique, qui est le fondement de tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas des institutions qui soient bien fonctionnelles, qui soient au service de la nation, mais plutôt des institutions qui sont au service d'un clan, d'un régime, bien, nous ne pouvons pas diversifier nos actions. Toute l'énergie du Togo est focalisée sur ces questions-là. Eh bien, on ne travaille pas sur l'économie, on ne travaille pas sur les entreprises, on ne travaille pas sur autre chose. Eh bien, toutes les énergies sont drainées par ça. Et ça fait des décennies que cela dure. Mais c'est un gâchis terrible pour le Togo. Oui, revenons à la question des réformes politiques. Est-ce qu'on peut dire que le Parti des Togolais est silencieux et muet, ou silencieux ou muet? Je crois que nous sommes toujours beaucoup exprimés sur la question des réformes politiques. D'ailleurs, nous avons publié pas plus tard qu'hier un communiqué sur ce que l'on doit attendre de cet atelier du H-Crud. Et nous ne sommes pas muets. Et vous y adhérez pour cet atelier? Vous y adhérez? Qu'est-ce que vous appelez adhérer? Oui, est-ce que vous allez participer à cet atelier sur la question de la réflexion en tant que parti des Togolais? Je pense que le chef de l'État a créé cette commission, ce haut commissariat en 2013, et il en avait le droit de toute façon. Et au moment de la création, le décret qui a été pris a stipulé quelque chose de bien précis dans la définition de sa mission. C'est mettre en œuvre les recommandations de la CVJR et suivre les recommandations sur la réparation des victimes, quelque chose comme ça. Je n'ai pas les termes exacts, mais c'est ça l'idée. Donc la mission, elle est bien précise, elle est bien cadrée, elle est bien définie. Si les travaux du H-Crud restent dans sa mission, eh bien, nous attendrons ce qui va en sortir et on appréciera à ce moment-là. Mais aujourd'hui, le Parti des Togolais ne juge pas de ce qui va sortir de là et nous attendons voir ce qu'ils vont faire. Oui, donc vous n'allez pas y participer? Est-ce que le Parti des Togolais va participer à l'atelier qu'on aura dans une semaine? Parce qu'on a entendu d'autres partis dire clairement sur la place publique qu'ils ne vont pas s'associer à ce genre d'activité. Mais est-ce qu'à votre niveau, vous allez y participer en menant les réflexions ou bien vous allez rester silencieux ou muet dans votre coin? En estimant que le H-Crud n'en a pas le droit, justement.
Non, le Parti des Togolais est en plein dans la démarche qui conduit à trouver des solutions. Mais je pense aussi que le HCROUN a sa méthode de travail. Le HCROUN aujourd'hui organise un atelier avec un certain nombre d'acteurs. Le HCROUN est dans sa dynamique. Le Parti des Togolais observe tout ce qui se passe et attend voir les résultats qui vont sortir de là. Et maintenant, quant à notre présence là-bas, je pense que ce n'est pas tous les Togolais qui seront présents là-bas. Et je pense aussi que le HCROUN a choisi les gens qui seront présents là-bas. Et donc, il faut laisser le HCROUN travailler comme il entend. Vous n'êtes pas invité? En tout cas, nous n'avons pas été associés à cette démarche-là. Mais est-ce que au-delà de la non-invitation, est-ce que le Parti des Togolais ne peut pas faire des propositions pour aller dans le sens de la réflexion? Mais le Parti des Togolais fait des propositions, bien entendu, mais il y a un cadre qui est créé. Il y a une autorité qui a été mise en place, qui estime que voilà les acteurs avec lesquels nous pouvons mener cette réflexion-là, ils peuvent mener cette réflexion-là, laissons-les travailler. Et ensuite, voyons ce qu'ils vont proposer à la nation. Et la seule chose qui est importante, c'est que nous ne rentrions pas dans un cycle d'ateliers, de recommandations, de commissions nouvelles qui va réfléchir sur les résultats de l'atelier, etc., etc. Et beaucoup de réflexions ont été faites. Il est temps que nous commencions à mettre en œuvre tous les fruits de toutes ces réflexions-là. Que ce soit le Parti des Togolais ou les autres qui vont se réunir pour ça, je ne crois pas que ce soit le plus important, la présence du Parti des Togolais ou non. Et ce qui est important, c'est ce que cet atelier va produire pour les Togolais. Et en ce moment-là, eh bien, nous tous, parce que ça nous concernera tous, nous allons apprécier, on pourra donner un avis. Bon, maintenant, nous voulons revenir à l'essence même de la question. Est-ce que le Parti des Togolais adopte le silence ou le mutisme sur la question des réformes politiques? Mais quel parti politique sérieux aujourd'hui peut adopter le silence? Il n'y a que ça comme sujet d'actualité. Donc tout le monde s'exprime là-dessus. Et le Parti des Togolais a eu l'occasion de s'exprimer largement sur ça. Et on continuera de s'exprimer, on continuera. Je vous disais tout à l'heure que nous avons publié, pas plus tard qu'hier, un communiqué sur ce qui se déroule avec le HCROUN. Mais nous ne sommes pas au Parti des Togolais à tirer sur l'ambulance en préjugeant de ce qui va sortir. Nous attendons voir. Et le chef de l'État a pris son décret, il a créé sa structure, libre à lui. Bon, maintenant, les hommes qui l'animent, les hommes et les femmes qui l'animent, ils vont faire le travail qu'ils vont faire. Et ensuite, regardons ce qui va sortir. Nous ne pouvons nous prononcer que sur le résultat final. Et en ce moment-là, on aura beaucoup de choses à dire. Oui, mais en attendant ce qui va sortir, vous, en tant que citoyen togolais, en tant qu'homme politique, après tout, oui, vous attendez quoi de ce genre d'atelier? Ben, on n'attend rien d'autre que ce qui lui a été donné comme mission. La mission est clairement définie dans son décret de création et de fonctionnement. C'est de travailler sur les résultats de la CVJR. Donc nous attendons à ce qu'il fasse des propositions concrètes sur comment la CVJR va être mise en œuvre, avec un chronogramme précis. C'est cela que nous attendons. Mais ici, l'atelier va plancher sur les réformes. Les gens vont réfléchir sur les réformes à opérer après. C'est bien précis. Est-ce que cela veut dire que vous estimez que le HCROUN n'a pas vraiment le droit, ou plutôt le HCROUN n'a pas dans ses prérogatives d'organiser ce genre d'atelier? Vous savez que le décret qui a créé le HCROUN a fait référence à 3 textes majeurs. Ce décret a fait référence à la Constitution de 1992. Ce décret a fait référence à l'APG et ce décret a fait référence à la CVJR. Ce sont des textes fondateurs aujourd'hui dans l'environnement politique du Togo. Donc, et nous connaissons déjà les conclusions de tous ces textes-là. Donc, si le HCROUN doit fonctionner avec ces textes comme le décret l'a institué, eh bien, il ne peut que s'en tenir au contenu de ces documents-là. Il ne va pas modifier ce qu'il y a dans ces documents. Et un organe qui est mis en place ne vient pas modifier les textes qui l'ont mis en place. Donc nous attendons à ce que le HCROUN reste confiné dans la définition de sa mission et propose des solutions pratiques, comment va les réparations pour les victimes, c'est ce qui a été préconisé, ça fait partie de sa lettre de mission. Quel est le suivi qu'on va faire des recommandations du CVJR, tout cela, nous attendons cela de la part du HCROUN.
Oui, mais tout le monde sait que le HCRON, sa mission essentielle, c'est de réfléchir sur comment mettre en œuvre les recommandations, les conclusions de ces tests dont vous avez fait allusion. Mais quelle est la participation, ce qu'on veut savoir, quelle est la participation du Parti des Togolais à cette réflexion, à cette mise en œuvre? Si vous êtes en train d'insister de savoir si nous sommes présents, c'est ça votre question? Non, vous avez déjà répondu que vous n'avez pas reçu d'invitation. Mais cela ne voudrait pas dire qu'en tant qu'acteur politique, si vous n'avez pas reçu d'invitation pour participer à un atelier physique, que vous n'avez pas votre réflexion à pousser sur la question. Mais nous poussons notre réflexion. Comment pouvez-vous penser que nous n'ayons pas de réflexion sur un sujet aussi important? Nous n'avons pas dit ça? Le Parti des Togolais a sa réflexion, a sa perception des choses, et le moment venu, le cadre venu, et nous échangerons avec les différentes personnes pour faire valoir notre perception des choses. On va évoluer, vous permettez. Alors, que dites-vous de la proposition de loi déposée tout récemment par ADI et ANC à l'Assemblée nationale, donc pour essayer de modifier en quelque sorte la Constitution? Écoutez, ça fait partie du rôle des députés, de l'opposition, de déposer des propositions de loi. Et quelle est sa chance de réussite? Je ne sais pas. Et quelles sont les possibilités qu'ils ont de voir ce texte être voté? Et ils l'ont fait. Bon, ok, on prend acte de ce... Mais au Parti des Togolais, nous ne croyons pas que du jour au lendemain comme ça, les députés majoritaires à l'Assemblée nationale vont apporter leur voix pour que ce texte passe. Et pour quelle raison? Parce que nous l'avons vu ce qui s'est passé en 2014. Donc on est un peu dubitatif, mais bon, on attend voir. Ils ont engagé une action, voyons jusqu'où ça va aller, qu'est-ce que ça va produire. Vous savez, il ne faut pas toujours tirer sur les actions que les uns les autres mènent. Il faut surtout apprécier les résultats de ces actions-là. C'est ça qui est important. Donc, attendons voir les résultats qui vont sortir. Si c'est une bonne chose qui sort, je serai le premier à applaudir des deux mains. Mais si ça ne donne pas les résultats qu'ils espèrent, eh bien, ils recommenceront. Vous soutenez cette action quand même? Mais écoutez, c'est une action parlementaire. Le Parti des Togolais n'est pas un parti à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est bien pour cela que ça s'est fait entre partis mais parlementaires. Mais ils peuvent faire des propositions en commission aussi, puisque la loi va passer en commission avant d'être votée. Oui, mais c'est une démarche de parti parlementaire. Le Parti des Togolais n'est pas à l'Assemblée nationale. Oui, mais le parti peut quand même contribuer en commission. Oui, avec vos pairs de l'opposition. Vous pouvez les aider. À l'Assemblée nationale. Non, un parti qui n'est pas à l'Assemblée nationale ne peut pas participer aux activités. Non, vous pouvez faire des propositions. En tant que citoyen, alors. Des propositions nous échangeons avec nos camarades de l'opposition, bien entendu. Ça, c'est la discussion continue entre partis d'opposition. Oui, monsieur Olympio, à la lecture de ce que vous venez de faire comme développement, quelle est la caricature que le Parti des Togolais fait du chef de file de l'opposition? Est-il rassembleur dans ces démarches? Non, il ne faut pas faire de caricature des gens. Au Parti des Togolais, on ne s'amuse pas à ce jeu-là. Je pense que nous avons un environnement qui aujourd'hui a désigné un chef de file de l'opposition, et c'est légal. Et ça a été fait selon les règles existantes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Quels sont les rapports entre le chef de file de l'opposition et votre parti, le Parti des Togolais? Est-ce que vous avez un canal de transmission de réflexion à ce jour? Bon, écoutez, si vous voulez savoir si nous sommes consultés dans les démarches qui sont menées au nom du chef de file de l'opposition, c'est ça votre question? Oui. Et c'est pas le cas aujourd'hui, dans tous les cas. C'est pas le cas. Et donc, mais ce qui est important, je crois, c'est que chacun s'engage dans sa démarche selon ses convictions et selon sa compréhension des méthodologies qu'il met en place. Et je le disais encore tantôt tout à l'heure, il ne faut pas toujours porter le fer sur l'action des uns des autres avant de voir les résultats que ces actions produisent. C'est ça qui est important. Ce sont les résultats qui sont importants. Attendons voir ce qui découle de chaque action. Oui, que ce soit l'ANC de M. Jean-Pierre Fabre, le Parti des Togolais de Alberto Olympio, vous visez une chose qui soit commune à vous, c'est la conquête et puis l'exercice du pouvoir. Est-ce qu'à ce niveau, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'au niveau du Parti des Togolais, est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites en termes de propositions, de réflexion vis-à-vis du parti du chef de file de l'opposition? Le Parti des Togolais
travaille, échange avec beaucoup de partis Dans la politiques. ANC? Nous échangeons avec beaucoup de partis politiques de l'opposition aujourd'hui. Et je ne sais pas quelle est la fixation que vous faites sur un seul parti, mais je vous dis et je vous répète que nous travaillons avec beaucoup de partis d'opposition actuellement. Et ma foi, c'est la conjugaison de tous ces efforts. Mais au-delà même de ça, parce que je sens... Et je sous-entends dans votre intervention cette idée d'union de l'opposition. Si je me trompe, vous me le dites, mais c'est ce que je sous-entends dans votre question. Je pense que c'est une chose qui est une réponse à une conséquence d'une situation. Et tout ce discours autour de la nécessité d'une démarche unitaire, etc., c'est une conséquence à une situation. Mais nous pensons que il est préférable de travailler sur les causes et non d'agir sur les conséquences. Et les causes, c'est quoi? Les causes, c'est que, eh bien, nous sommes dans un environnement où on a signé des accords et qui ne sont pas mis en œuvre. D'accord? Et parce que nous avons des institutions qui ne sont pas ce qu'elles doivent être, nous avons une gouvernance qui n'est pas... C'est ça les causes profondes. Et nous devons constater que si nos accords n'ont pas pu être mis en œuvre aujourd'hui, la PG notamment, la CVJA, c'est simplement quelque part parce que l'opposition n'avait pas entre les mains, n'a pas su se mettre entre les mains un instrument coercitif pour peser sur le régime pour qu'il puisse opérer ces réformes-là. Et même les gens qui nous ont accompagnés dans la conclusion de ces accords, aujourd'hui, on ne les voit plus. Ils ne sont plus présents. C'est vrai que c'est à nous, Togolais, de faire notre job, de faire notre travail. Et que proposez-vous dans ce sens-là? Eh bien, il faut que l'opposition togolaise se dote de nouveau d'un instrument qui lui permette d'être beaucoup plus incisif. Et c'est en cela qu'au Parti des Togolais, nous nous adressons beaucoup à cette grande frange de la population togolaise qui refuse aujourd'hui d'aller voter. Tous ces déçus de la politique. C'est le parti majoritaire au Togo. Tous ceux qui ne votent plus. Et les dernières élections ont fait ressortir les chiffres officiels d'environ 50%. Mais la réalité est bien au-delà de ça. Et c'est à ces gens que nous nous adressons. Parce que ce sont eux qui vont faire la différence. Et la majorité, la grande majorité de ces gens qui ne votent plus, ce sont des sympathisants de l'opposition. Donc, nous devons leur redonner confiance. Nous devons les ramener dans le jeu politique pour que leur force et leur contribution puissent nous permettre de disposer maintenant d'un instrument qui va nous permettre aussi de peser sur le régime et que le régime soit enclin à réaliser les réformes que nous attendons. Une dernière question. Si on demandait aujourd'hui au Parti togolais, que mettez-vous dans les réformes? Que faut-il faire pour les réformes? Du genre, on dit, bon, opérer les réformes, qu'allez-vous faire? Si c'était vous, c'est ça? Oui. Mais opérer les réformes, ce qu'il y a à faire dans les réformes est déjà défini. Ce n'est pas au Parti des Togolais de réinventer autre chose. L'accord politique global définit un certain nombre de points de réformes qui doivent être mises en œuvre. Donc, il n'y a pas à inventer autre chose. Allons déjà sur l'accord qui est signé. Vous savez ce qui est grave au Togo? Ce n'est pas tant les positions des uns et des autres, mais c'est le fait qu'une crise grave survienne. Et la crise, je parle de 2005, une crise grave survienne et qu'il y ait beaucoup de victimes. Et que finalement, le peuple togolais accorde un sursis au pouvoir en place en disant « Ok, allons dans un accord ». Cet accord est un sursis pour le régime. Malheureusement, 10 ans, 11 ans après, le régime ne se saisit pas de ce sursis pour opérer les réformes qu'il faut. Je crois que le Ashkroun est une dernière occasion qui se donne pour se mettre en conformité avec les propres engagements. Parce que si nos dirigeants ne respectent plus leurs paroles, si nos dirigeants ne prennent plus en compte l'éthique politique, parce qu'il faut quand même quelque part une morale politique, si on ne tient plus compte de l'éthique, si on ne tient plus compte de son engagement, de sa parole, à ce moment-là, ce ne sont pas 50% des Togolais qui vont être désespérés de la chose politique. Nous sommes en train de casser toute l'espérance des citoyens togolais. Parce que les dirigeants doivent inspirer confiance. Monsieur Nathaniel Olympio, Sylvain Mizago, l'émission tire aussi vers sa fin. On va vous laisser l'opportunité de donner le mot de fin à ceux qui nous suivent actuellement.
Eh bien, je dirais simplement que aujourd'hui c'est la fête des musulmans, le Ramadan, donc il faut souhaiter une bonne fête à tous les musulmans du Togo. Et au-delà de ça, il faut espérer véritablement qu'il y ait au sein de cet atelier du Ashkroun un sursaut qui puisse sortir de là et que l'on nous produise des résultats qui soient en conformité avec les attentes des citoyens togolais. Si ce coche est raté, vous savez, 2020 c'est dans peu de temps, et si nous allons aux élections à venir dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, eh bien, ce ne sera pas le meilleur environnement pour le peuple togolais. Merci à M. Nathaniel Olympio. Je vous rappelle que Nathaniel Olympio, il est le directeur de cabinet du président du Parti togolais, M. Alberto Olympio. Merci d'être venu. Merci également à nos amis Sylvain Vijarakou de afriquereport.com et Credo TT du journal Le Médium. Mesdames, Messieurs, merci pour la fidélité renouvelée. Je vous retrouve vendredi avec la même disponibilité. Bonne fête à vous tous. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts.